bel bonsoir tout le monde. Tu peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour qu'on pèse tête? Pas soude. Bel bonsoir peuple même, qu'espère que vous êtes bien. Vous connaissez déjà le rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans votre émission Tchou pour tête. L'émission où on déconstruit, où on cherche de nouvelles alternatives, où on discute, où on reçoit des invités de qualité. Mais c'est votre émission Tchou pour tête. Et qui dit Tchou pour tête, Saïdi Aïlouich. Comment vas-tu? On est là, nous la gâchons. Toujours qu'à courir. Hein? Toujours qu'à courir. Oui. Faut pas trop dire ça. Comme ça, je vais finir par me convaincre que j'arrête de courir et que j'avance tranquillement. Mais sinon, ça va. Tout à fait. Ben ouais, en plus, en parlant de courir, tu vas nous expliquer une manifestation qui aura lieu prochainement. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. C'est de ça qu'on va parler. On va en parler essentiellement. Donc, comme je disais, ce soir, nous allons parler écologie, température, entre autres. Et comme c'est indiqué juste en dessous, déclic matinique. On va l'expliquer dans un petit instant. Non, immédiatement même. Non, dans un instant, on présente d'abord. On va d'abord présenter l'invité. Oui. Bonsoir Madame l'invitée, comment allez-vous? Bonsoir, bel bonsoir tout le monde, je vais super bien. Alors si tu peux te présenter s'il te plaît. Donc je suis Martine Lheureux, je suis engagée sur les questions d'écologie, aussi bien dans le domaine professionnel que associatif, et à travers une sorte de groupement qui s'appelle Stratégie Résilience, et des ateliers comme l'atelier de la fresque du climat. La fresque du climat, ça j'en ai entendu parler et j'ai vu également. Et c'est très très intéressant et ça sensibilise également les jeunes et les plus grands également. Exactement, c'est vraiment un outil où tout le monde peut s'en emparer et qui facilite la compréhension des enjeux avec une pédagogie tout à fait novatrice parce qu'elle facilite en fait l'intelligence collective, donc le fait de se parler pour essayer de comprendre quelque chose et ensemble d'arriver à intégrer les éléments sans avoir à subir un cours magistral. Tout ça est magie également. Voilà, exactement. Donc ce soir, Louis, nous allons parler, la thématique de ce soir, c'est déclic matinique. Alors pour en parler, parce que du coup ça va concerner tout ce qui concerne le climat et l'écologie, je voulais parler en fait de points d'actualité qui, pour moi en tout cas, n'est pas traité comme il devrait être traité, c'est-à-dire la dernière sécheresse. Donc elle a mis en exergue le fait qu'il y a de moins en moins d'eau dans les rivières, etc. Donc plus difficilement à fonctionner et ensuite plus difficilement pour qu'elle arrive dans nos tuyaux. Sauf qu'en fait, ça, on en parle depuis des années. Notamment en 2020, parce qu'il y avait déjà eu une première sécheresse qui avait été une alerte. Et là, en 2024, ça se repointe. Et là, du coup, il y a encore des difficultés. Il y a des collectifs d'usagers, en tout cas, qui se créent. Donc, au-delà de ceux du Lamentin, qui avaient déjà été créés, plus ceux du Sud, qui étaient déjà existants. Il y a ceux de Schellcher, il y a ceux de Saint-Joseph. Bref, il y a un ensemble de comités qui est apparu, en tout cas, par rapport à cette problématique-là. Et on a eu aussi quelques échanges avec les responsables, en tout cas, des différents EPCI qui se lançaient la balle en disant non, c'est pas moi, non, c'est toi, mais en fait, je t'achète de l'eau, mais c'est trop cher, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant que c'est passé, on va plus le traiter. Et que du coup, on va attendre, en fait, qu'il y ait une prochaine sécheresse qui va faire qu'on va recommencer, en fait, à se plaindre, etc. Et je trouve que c'est dangereux, en fait, de rester dans cette dynamique-là, une dynamique de crise. C'est-à-dire que c'est quand il y a des crises qu'on commence à réfléchir à comment on pourrait éventuellement la compenser ou trouver des solutions. Et une fois que la crise part, on ne s'intéresse plus. Et ensuite, on va attendre qu'il y ait une prochaine crise pour encore une fois anticiper. Je rappelle en fait qu'il y a des écoles qui n'ont pas ouvert pendant 2 voire 3 semaines d'affilée. Donc les parents, justement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, eux, ils sont obligés de s'organiser. Donc sachant qu'il y a des écoles, les hôpitaux ont été touchés, des EHPAD, énormément de structures, au-delà justement des particuliers qui sont touchés. Ça montre bien que même les structures sont incapables en fait de s'organiser en amont pour pouvoir ouvrir s'il n'y a pas d'eau qui vient par le robinet. Et en fait, vu la situation climatique dont on parle justement avec Martine depuis un certain moment, on ne peut plus en fait rester dans une dynamique de crise. Il faut vraiment en fait qu'on passe dans une stratégie d'anticipation et qu'on mette le paquet en fait sur des choses qui seront capitales pour l'avenir. Donc c'est à travers ce point-là que je voulais justement amener le sujet pour dire que alors la dernière sécheresse est arrivée, n'attendons pas en fait qu'il y ait une autre pour pouvoir anticiper et pour pouvoir mettre en place en tout cas des actions à l'échelle individuelle et collective, pas seulement individuelle, mais dans les deux aspects pour qu'on n'ait pas à revivre encore une fois ce type de situation à l'avenir. Le problème qui se passe également, c'est que quand on touche le confort des gens, ça va peut-être embêter, mais comme tu disais, ce ne sera pas dans la durée.
s'il y avait des choses qui se faisaient pendant, après et également dans le côté conscient, c'est-à-dire dans une durée, là peut-être ça aurait changé les donnes également. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, on voulait déjà mettre une alerte par rapport à ça et se dire que maintenant, il faut passer à une phase où on va maintenant s'adapter et on va anticiper justement ce type de... Sachant que, comme tu disais, la dernière c'était en 2020, entre autres il y a en période de Covid, donc c'était déjà très difficile aussi. 2024, et nous déjà ça qui a recommencé. Ça qui est de plus en plus raide. Donc, C'était des El Niño. En plus, à chaque fois, en fait, c'était des périodes particulières où la chaleur est particulièrement forte et donc, effectivement, qui reviennent. Là, le dernier El Niño, c'était 2020. Celui-là était très fort et nous a beaucoup impacté. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'arrêté préfectoral qui a été pris suite à ça. L'arrêté crise sécheresse, où en fait, ils ont demandé aux entreprises de diminuer de 25% leur taux d'utilisation de l'eau, leur taux direct. Alors là, il n'y a pas eu de suivi de ça. J'aurais bien été curieuse de savoir en fait comment les entreprises ont pu fonctionner en respectant cet arrêt. Et ils ont autorisé, et ça c'est très important en fait, ils ont autorisé une prise d'eau au-delà des débits d'étiage. C'est-à-dire que habituellement, on ponctionne de l'eau et on laisse une partie pour la rivière, pour le vivant et pour le fonctionnement de l'écosystème. Là, en fait, on a autorisé un prélèvement d'eau en deçà de cette partie. Donc, ce qui fait que ce qui reste diminue. Et en fait, quand on va un peu plus loin, quand ce qui reste diminue, on atteint le vivant dans la rivière. Quand on atteint le vivant, donc le vivant animal, le vivant végétal, quand on atteint le vivant animal et le vivant végétal, on fragilise l'écosystème, on fragilise les berges et tout l'écosystème. Ça veut dire que au moment où les pluies reviennent, quand elles reviennent fort, les berges sont fragilisées par la réaction qu'on vient d'avoir eue, enfin, qui a été une réaction court terme, une réaction immédiate, et ça a fragilisé les berges. La pluie tombe, elle tombe de plus en plus fort, et donc, si les berges sont fragilisées, tu vois bien que le risque d'inondation est encore plus fort, et donc, en fait, c'est nous qui allons le payer un peu plus tard. Donc voilà, il faut faire aussi attention à la systémique des décisions et ce qu'on dit très souvent, c'est que des fois on prend une décision pour un problème, mais on n'imagine pas derrière l'ampleur de ce que ça peut générer qui pourrait être peut-être plus grave ou plus important que le fait de réduire et qui de peut pas engendrer permettre ça. de plus gros problèmes. C'est ça. Voilà, donc maintenant qu'on a fait l'introduction, alors on va parler justement de l'événement Déclic Matinique. Qu'est-ce qu'il y a depuis quand existe cet événement-là? Alors, c'est la 3e édition. Donc, la première édition, on l'a lancée en 2021. On n'a pas fait en 2022, on l'a fait un temps ensuite en 2023. Et là, c'est la 3e édition, donc en 2024. La première édition, c'était vraiment un tout petit comité et c'était à Fort-de-France. C'était vraiment pour tester. C'était lors d'une journée climat. C'était aussi avec le Covid. C'était pas trop évident d'organiser des choses. Et t'es masqué. Ouais, exactement. Enfin, c'était pas simple à organiser et c'était avec d'Antillais d'ailleurs. Donc, vous voyez, un lieu pas très grand non plus qui nous a permis de commencer en fait à rôder et à nous lancer sur organiser un événement climat à destination des citoyens. Et puis on s'est dit, on va relancer ça, mais on va essayer de le faire à plus grande échelle. La question s'est posée du lieu, et du coup on a cherché plusieurs endroits. Et on s'est dit, une fois où on faisait un stand à côté de l'écolieu de Tivoli, on s'est dit, mais c'est évident en fait, on devrait faire un partenariat avec eux et leur proposer d'accueillir la Déclic Matinique. Et eux, ils ont accepté. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que ce type d'événement, pour réaliser ce type d'événement en tout cas? Je pense qu'on est globalement dans le déni de ce qui se passe, dans le déni de ce qui se passe au quotidien et du fait que ça s'accélère fort et que ça nous impacte en fait à plein de niveaux. Et je pense qu'il faut sortir de ce déni et regarder les choses en face. Donc ça a été la première chose. Et sortir de ce déni et emmener cette prise de conscience à tout le monde. Pas seulement à des personnes qui se sentiraient autorisées à l'être, mais vraiment à tout le monde. Donc, on a aussi remarqué à chaque fois, parce qu'on fait beaucoup de stands, on participe à beaucoup de manifestations, et on a remarqué que toutes les manifestations, souvent sur le climat, étaient quand même à tendance très métropolitaine.
Okay. Et il y avait peu de concitoyens martiniquais qui venaient dans ces... Donc on s'est posé beaucoup de questions parce qu'il faut qu'on soit tous conscients de ce qui est en train de se passer sur l'île et il faut qu'on s'empare nous-mêmes de ces sujets. Et donc on a travaillé pour ça et ça a été ça a été vraiment ça, porter ces éléments de réflexion aux citoyens. Et aussi la troisième chose qui est importante, c'est au niveau des solutions. C'est-à-dire que souvent, quand on parle du dérèglement climatique, on aime bien dire il y a un problème, il y a des solutions. Et donc, effectivement, le modèle dominant, c'est ce qu'il donne. Il dit, effectivement, il y a un dérèglement climatique et il y a des solutions. Au début, quand j'ai commencé à parler du dérèglement climatique ici, je me suis aperçue qu'il y avait un fort scepticisme par rapport à ce qui se passait. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment un phénomène? Et en essayant de comprendre pourquoi il y avait ce doute, j'ai compris que les gens, en fait, faisaient une corrélation très forte entre le problème et toutes les solutions. Et effectivement, alors les gens disent, il y a un dérèglement climatique, derrière, on veut nous vendre une voiture électrique, mais on sait bien qu'une voiture électrique, nous, on est au pétrole, et de toute façon, ça ne peut pas fonctionner chez nous, un SUV électrique, et puis un SUV électrique, ça n'a rien d'écologique. Donc, je me suis aperçue, en fait, que le fait d'avoir des solutions dominantes qui ne sont pas forcément adaptées à chez nous, et de les présenter comme solution pour chez nous était aussi un problème. Et or, si on ne s'empare pas de la compréhension du problème, comment faire pour formuler des choses qui nous iraient vraiment? Comment faire pour que, à tous les niveaux, au niveau syndical, au niveau des peuples, au niveau des revendications, comment faire pour que, et aussi au niveau politique, mais vraiment à tous les niveaux, au niveau entrepreneurial, à tous les niveaux de la société, comment faire pour se saisir et faire de véritables propositions qui nous aillent à nous. Voilà, c'est vraiment parti de l'ensemble de ces constats-là où on s'est dit, on va proposer une alternative par rapport à ce qui se passe, ou en complément, parce que je pense que le climat, franchement, si c'est traité 150 fois, eh bien c'est 150 fois de chouette, et s'il y a une 151e fois, eh bien elle est toujours bienvenue. Surtout ce déni-là, c'est dommage parce qu'on le constate dans notre quotidien. Quand on parle de sécheresse, quand je te dis, il fait super chaud aujourd'hui, on le constate tous les jours avec il y a une chaleur. Ouais. En plus avec les sargasses, on est rigide de par l'écologie, donc on ne peut pas faire comme si qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Alors je te dirais que depuis 1 an et quelques, depuis ces chaleurs un peu plus fortes qu'on a connues, intenses, effectivement, il y a des personnes qui, encore une fois dans les stands ou dans les ateliers, qui nous disent on n'y croyait pas trop, mais en fait, quand on a vu la chaleur là, on a commencé à se dire, là, il se passe quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Et du coup, effectivement, l'écoute a été plus grande et du coup, la possibilité en fait de s'exprimer et de commencer parce que pour se saisir du problème, il faut que la personne accepte d'écouter, ou accepte de participer, ou accepte d'être sensibilisée à un moment. Donc, il faut qu'elle donne de son temps. Et ça, c'est pas simple non plus. Voilà. Donc, la déclic matinique, c'est aussi l'idée derrière, c'est aussi de sensibiliser, mais en amenant aussi d'autres choses qui sont aussi des formes de sensibilisation, qui sont très reliées au climat, mais qui n'en parlent pas directement, mais qui sont plus reliées au vivant, et qui peut-être à nous parlent aussi beaucoup plus. C'est-à-dire ? Par exemple, c'était l'idée, tu sais, depuis 2 ans, on fait du tressage bakwa et du tressage avec des fibres de la transformation de fibres de coco. C'est-à-dire que tu vas prendre donc un élément à partir du vivant, tu vas le transformer de tes mains et en faire quelque chose. Tu vas apprendre à faire ça. Ça, en fait, tu vas passer un moment où tu vas travailler de la fibre végétale qui était vivante et tu vas en faire quelque chose. Et ça déjà, ce moment-là, en fait, passer sur une rivière, près d'une rivière, dans un endroit complètement arboré ou dans un endroit en fait où tout le végétal est mis en avant, eh bien, on te met dans des conditions où tu te ressources et tu es en train de te relier avec le vivant, même si tu ne le fais pas directement pour ça, mais c'est quand même ce que tu es en train de faire. Et c'était marrant parce que, je vais te dire, l'an dernier, j'ai noté que les personnes, quand elles arrivaient, elles avaient leur stress de la semaine et tout. Au bout d'un moment, en fait, de cheminement
dans le parcours de l'écolieu, elles étaient détendues. Tu voyais sur leur visage, en fait, les traits s'apaiser et des personnes détendues. Parce que c'est quand même un endroit particulier où tu as à la fois une plantothèque nutritionnelle, une plantothèque médicinale, et tu as aussi des aménagements de berges très arborés. Et donc, c'est un endroit où beaucoup d'écosystèmes sont présents. Et donc, voilà, c'est très apaisant. Bon, du coup, est-ce que, hormis ceux que tu as cités, est-ce qu'il y a d'autres objectifs pour cette journée ? Oui, alors, donc, ce qui est vraiment important, c'est de ressortir de là avec une sensibilisation sur le climat. Donc, du coup, on s'est allié avec Météo France pour faire cette journée, parce que ça nous apparaissait, et c'est d'ailleurs, on s'est allié avec Météo France depuis un moment, pour vraiment, scientifiquement, pouvoir exprimer et expliquer ce qui se passe chez nous. Parce que les rapports descendent pas à un niveau très fin sur la Martinique, d'accord ? Donc, et puis pour pouvoir parler un même langage, en fait. Et aussi pour pouvoir leur dire, des fois, mais là, c'est peut-être pas super clair, en fait, ce que vous voulez dire. Et donc, nous, on a du mal à se saisir de cette donnée-là pour la porter à la population. Donc, si vous l'écrivez comme ça, peut-être qu'ils vont pas comprendre que c'est un problème ou quelque chose. Je vous prends un exemple. Quand on dit, quand il y a marqué, il y a 10% de pluie en moins. Ok, 10% d'eau qui tombe en moins sur la Caraïbe. Il ne faut pas précisément sur la zone Martinique, mais voilà, que dans l'avenir, c'est ce qu'on prévoit. Bon, entre ça et le manque d'eau disponible, il y a un pas en fait. Il n'y a pas marqué, tu vois. Et c'est des éléments comme ça où en fait, c'est normal, ce sont des scientifiques qui travaillent, donc ils donnent des chiffres. Et pour les personnes, 10%, ça parle peut-être pas. Ça veut pas dire, c'est peut-être pas catastrophique. Tu vois, si je te dis, je sais pas moi, demain je t'enlève 10% de ton repas, peut-être que tu vas quand même arriver à manger, tu vois. Mais enfin, ça va dépendre à quel niveau tu es. Mais voilà, enfin, c'est pas 10%, c'est difficile à saisir. Est-ce que c'est un problème ou pas? Donc des fois, il faut arriver à traduire ça. Et nous, c'est notre rôle de prendre leurs éléments et de les vulgariser, de traduire, de dire ça fait qu'il y a beaucoup moins d'eau disponible et du coup ça c'est un gros problème pour nous. Donc on s'allie. C'est vraiment pour alerter alors. Voilà, c'est vraiment ça, pour alerter. Donc on s'allie à eux pour s'appuyer sur leur science, vérifier que nos alertes ne change pas non plus la donne, qu'on ne soit pas ni trop ni pas assez, mais qu'on soit dans le ton juste et bien avancer vraiment en partenariat avec eux. Et donc on fait un travail où notamment on travaille ensemble sur des infographies et on fait des conférences ensemble et on fait des stands ensemble. Et donc la déclic, on a décidé en fait de la faire ensemble pour ça. Donc les gens vont d'abord dans un instant de sensibilisation et ensuite ils ont le choix. Soit ils ont des conférences, soit ils ont un cheminement. Ok. Donc, tu veux qu'on parle de quoi d'abord? Des conférences ou du cheminement? Oui, des conférences. Du coup. Des conférences. Alors, les conférences, la première conférence, la première chose déjà, ça va s'ouvrir par un moment sur une visite de la plantothèque médicinale de l'écolieu. De l'écolieu, voilà. Parce qu'il est important, en fait, de prendre conscience de ce qui nous soigne et ce qu'on peut planter facilement comme ça. Ensuite, donc ça, c'est de 8h à 8h30, je crois. Ensuite, on va sur les conférences et on va ouvrir par une conférence sur les enjeux et donc les enjeux et les impacts pour la Martinique. Donc là, il y aura Météo France. Il y aura également Nathalie Michalon, qui est scientifique martiniquaise et qui va nous faire en créole un exposé sur les brumes et les sargasses. Ça, c'est top, ça. Ouais, exactement. Ça, on en est super ravis. Elle est d'ailleurs en train de travailler sur une traduction créole de la fresque du climat. Et donc ça, c'est super chouette aussi. Et on a aussi invité la Sopamar à venir expliquer comment est-ce qu'ils agissent, eux, et en quoi, en fait, leur association agit au quotidien en Martinique pour lutter contre le dérèglement climatique. Comment ils se sont emparés du sujet contre le dérèglement climatique et la biodiversité. Okay, comment ils se sont emparés de ce sujet-là et ce qu'ils font au quotidien. Et je pense qu'on voit qu'ils font énormément de choses, mais on leur donne rarement la parole sur ce sujet-là en pouvant l'expliquer comme ça. Et nous, on avait vraiment envie qu'ils mettent cela en avant. Pardon. Ensuite, on aura 2 témoignages, donc un focus sur le sac de survie. Donc, sac de survie et le jardin refuge par Résilience Martinique. Et un témoignage par un scientifique qui travaille à la fois en Martinique et à Montréal. Et donc, qui va nous faire un voyage sur ce qu'il a noté dans les pôles.
Et notamment les impacts des peuples premiers, comment ils subissent, eux, ce dérèglement climatique qui avance 3 fois plus vite à leur niveau. Et comment, en fait, à quel point l'adaptation, tu sais, on se dit toujours l'homme va s'adapter. On ne pense pas qu'il y a des limites dures de l'adaptation. Donc il va nous expliquer comment ces populations rencontrent déjà des limites dures à l'adaptation par rapport à leur mode de vie, à leur manière de vivre, et du coup rencontrent d'énormes difficultés et ça perturbe jusqu'à la résilience même de leur peuple. Donc ça nous paraissait intéressant d'avoir ce point de vue-là. C'est rare qu'on puisse avoir un témoignage direct comme ça. Ensuite, on aura une visite de l'écolieu intégré, c'est-à-dire que l'écolieu, chaque espace a un rôle. Et chaque espace sert aux autres espaces, tu vois. Et ça fait qu'il y a peu d'entrants. Ok, il fonctionne quasiment en circuit fermé. Donc il va expliquer en fait tous ces espaces et comment ils fonctionnent entre eux. Parce que l'écolieu, il a été fait pour être répliqué. Si, par exemple, je sais pas, on répliquait un écolieu comme ça par quartier, on pourrait rendre peut-être résilient tous les quartiers de la Martinique, tu vois. Donc, c'est vraiment l'idée, à la fois avec la plante, le jardin nourricier et la plantothèque médicinale et tous les espaces animaliers qui expliquent, en fait, comment ça fonctionne et comment ils arrivent à avoir ce résultat-là. Ensuite, on a une autre conférence qui est un témoignage d'entreprise et d'organisation. Les organisations se saisissent du truc et des fois, en fait, veulent avancer sur les sujets, sur ces sujets-là, à l'intérieur de leur entreprise. C'est des fois facile et c'est des fois difficile. C'est très souvent difficile, d'ailleurs. C'est très rarement facile. Et donc, elles vont nous raconter comment ils se saisissent de ce sujet-là, pas par pas, et comment ils ne tombent pas dans le greenwashing. Donc, ceux qu'on a invités ne tombent pas dans le greenwashing. Voilà, donc on a invité, en fait, une société d'économie mixte qui s'occupe d'aménagement. On a invité une société, un lycée administratif, dans lequel on a fait notre plus grande fresque, et à 200 personnes. Et on avait invité un agriculteur agro-transformateur très impliqué dans la culture locale. Et donc les 3 personnes très différentes, tu vois, d'origine très différente et de stades qui affrontent des problèmes très différents, mais qui ont bien voulu faire ce témoignage-là. Voilà. Ensuite, on aura un moment ballet, si j'ai rien oublié. Oui. Et alors, pourquoi ballet? Parce que la danse relie. Le tambour est super important chez nous. Et la danse doit relier. Et notre culture doit être partie intégrante de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Voilà. C'est un véritable lionnage de toutes les composantes, tous les défenseurs, tous les gens qui font pour l'écologie et qui s'y appliquent également. Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment le lionnage, tu as vraiment vu, c'est ce qu'on essaye de faire. De rassembler et de montrer qu'il y a plein de choses qui se font et qu'on peut arriver chez nous à s'en sortir par rapport à ça. Et l'après-midi, c'est pareil, on va sur l'adaptation et pareil, on a relié aussi des personnes qui agissent déjà pour, en ce sens, qui se sont saisis et qui ont inventé des outils assez innovants. En plus, le lieu s'y prête également, puisque c'est au domaine de Tivoli, je crois. L'écolieu. Alors, c'est hyper important, parce que l'an dernier, les gens se sont bien trompés quand même. Ils sont allés au parc de Tivoli. Donc, ce n'est pas le parc de Tivoli. C'est pour ça qu'on a même mis un petit plan sur l'affiche et tout. C'est l'écolieu. Il faut vraiment suivre écolieu de Tivoli pour suivre et tout. Alors, c'est sur le 2e flyer, en fait. Mais il faut suivre vraiment l'affiche. On va essayer de plus le faire circuler. Vous le verrez sur la vidéo aussi. Mais si vous voulez vraiment bien rejoindre notre communauté qui s'appelle Déclic, D-E-K-L-I-K, Martinique, on vous donnera le plan pour ne pas se tromper. Et si vous faites n'importe quel Google ou n'importe quoi, Waze, vous arrivez maintenant au parking de l'écolieu. Parce que c'est important, déjà que les gens puissent y participer, puissent comprendre également et puissent véritablement constater qu'il y a un problème et les solutions passent par nous-mêmes aussi. Ouais, c'est ça. Alors, ce que tu dis, c'est dans l'espace sensibilisation, en fait. On a, dans le cheminement, on fait une sensibilisation. Ensuite, on a un espace adaptation où on est allé sur, justement, la filtration d'eau. Comment, en fait, parce qu'on pense que c'est important. Il faut que chacun, on soit équipé d'un système de filtration d'eau. On sait, demain, là, on a des problèmes d'eau qui n'arrivent pas. Peut-être que demain, elle va arriver, mais elle sera peut-être problématique à utiliser. Donc,
on a un système de filtration d'eau low-tech. Low-tech, ça veut dire qu'il marche sans électricité, qui marche par gravité et qui peut arriver à nous donner de l'eau que l'on puisse boire d'où qu'elle vienne. Okay. Donc ça nous paraissait important de montrer ça. Des systèmes de cuisson aussi, comme ce qu'on avait avant, hein, les canaries et puis les tessons, ce genre de choses-là. On va faire aussi un focus sur l'alimentation. On a choisi 3 plantes. Et 3 plantes qui se plantent très facilement. C'est-à-dire tu coupes un bout, tu mets dans la terre et ça pousse. Qui a poussé. Exactement. C'est le moringa, c'est le chaya et c'est le rosier de Barbade. Les 3 sont très protéinés, ont des protéines végétales et plein d'autres vertus. Le moringa, on l'appelle l'arbre de vie. C'est un arbre qui, tu peux te nourrir de tout avec cet arbre, vraiment de tout. Et d'ailleurs, on a prévu d'offrir une graine de moringa à tous les visiteurs qui repartiront de notre manifestation. Donc, il devrait y avoir des moringas partout après cette manifestation. Exactement, c'est vraiment le but parce que c'est tellement facile et en plus c'est facile à utiliser. C'était ça qui est important aussi. C'est pareil pour les tressages dont j'ai parlé tout à l'heure. Coco et bakwa, mais tu trouves ça partout en Martinique. T'as pas besoin d'être grand grec pour cueillir des feuilles de coco et pouvoir les tresser, tu vois. Et il faut pas avoir une connaissance pour certaines plantes, oui. Pour les faire de la vannerie, il faut avoir une connaissance, savoir quand retirer, comment sécher, etc. Là, ce sont des choses assez simples et qu'on trouve partout. Donc, on a essayé à chaque fois d'être attentif à ça, de donner des éléments, mais qui soient accessibles à tous et dont on puisse s'emparer sans avoir de grande cuisine, ni un grand jardin, ni un petit endroit, un chaya, on peut mettre ça en pot, hein, et on peut faire de tout avec. Tu vois, donc voilà, c'était vraiment le principe de ça, donc l'alimentation. Et quand on descend, en fait, donc l'écolieu, tu passes d'abord le premier niveau, on va dire, avec toute la plantation et les plantes nutritionnelles, médicinales et le coin des animaux, donc là où il y a tous les stands dont je t'ai parlé. Tu descends sur les berges de rivière. Là, on a un deuxième stand de sensibilisation qui sera plus sur la biodiversité et les limites planétaires. De manière à pouvoir expliquer que le climat, ce n'est qu'un symptôme de notre société. Le climat qui se dégrade, c'est un symptôme de la manière dont on déroule nos sociétés. On est en train de tuer toute la biodiversité. On est dans la 6e extinction de masse. C'est pas rien. La 5e, c'était les dinosaures, tu vois. Et d'expliquer que le climat, ce n'est que la 3e raison de cette extinction. Ça veut dire qu'il y en a une première et une deuxième. La première, c'est la surexploitation. La deuxième, c'est la perte des habitats. La 4e, c'est la pollution. Et la 5e, ce sont les espèces invasives. Tu vois, donc le climat, c'est la 3e. Les espèces quoi ? Les espèces invasives, c'est-à-dire les espèces exotiques envahissantes, comme par exemple le poisson-lion, des espèces qui ne sont pas d'un endroit, qui sont venues coloniser un autre endroit, en fait, et qui n'ont pas forcément de prédateurs, et qui s'étendent. Et en s'étendant, elle tue l'espèce. Alors les iguanes, par exemple, c'est un bon exemple aussi, tu vois. Et puis il y a beaucoup de végétales aussi. Il y a les langues de belle-mère. Enfin, il y a. Mais qui, par ailleurs, ont d'autres vertus d'ailleurs. Pour les langues de belle-mère, elles ont plein de vertus médicinales. Mais ce sont c'est un problème pour notre faune endémique, ok, parce que ça l'éteint au fur et à mesure. Ça la fragilise. Et or, on a besoin d'une diversité dans cette biodiversité qu'on est en train de perdre, quoi. Mais cette diversité, c'est ce qui peut nous rendre résilients, tu vois. Maintenir les mangroves, c'est ce qui peut nous rendre résilients. Donc, on a un stand sur ça. Et ensuite, quand tu parlais des solutions, on a un stand qui est le clou final pour nous, le passage obligé, c'est le stand des récits. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes ont pris conscience de tout ça, on les invite à faire un récit 2028. Et on leur donne un récit sous contrainte. D'accord ? C'est-à-dire qu'on leur donne quelques contraintes. Il y a un peu moins de pétrole. Il y a le dérèglement climatique Alors pourquoi un peu moins de pétrole ? On ne l'a pas sorti de notre chapeau. Hein, c'est la stratégie nationale bas carbone de la France. Il devrait y avoir 1/3 de moins de pétrole en 2028. Il y a le dérèglement climatique s'exprime plus. Donc tu l'as dit, il fait très chaud. Quand il fait très chaud, on travaille plus difficilement dehors. On fait beaucoup moins de choses et on les fait beaucoup moins rapidement. Donc ça veut dire qu'on prend dans les délais. Mais pareil, quand il y a des pluies diluviennes, ça ralentit en fait, ça modifie toute notre activité économique au final. Donc on imagine tout ça et on se place dans un moment où on se dit, on est en 2028, on a réussi. On a réussi à atténuer la vulnérabilité des populations. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour cela ?
Et là, eh bien, les gens créent des récits. Et pour nous, ces récits sont très importants. On voudrait vraiment faire quelque chose pour les mettre à disposition de tout le monde. Et pour dire enfin, voilà les solutions de par notre population. D'accord. D'ailleurs, pourquoi c'est important pour toi de faire les récits? Parce que c'est vraiment... souvent, on entend de la part des politiques, non mais on ne peut pas faire ça, les Martiniquais, ils ne sont pas du tout prêts à ça. Par exemple, pour le vélo. Tout le monde nous dit, non, aucun Martiniquais ne veut prendre le vélo. Mais à chaque fois qu'on fait des ateliers, à chaque fois qu'on explique réellement ce qui se passe, à chaque fois, les gens nous disent, non mais nous, on serait prêts à rouler à vélo. Par contre, on risque notre vie. Donc on ne veut pas risquer notre vie. On voudrait rouler à vélo à des endroits ombragés et qu'on puisse en profiter et puis que le vélo électrique ne soit pas aussi cher. Mais ça, par contre, on peut entendre ça. Mais ça ne veut pas dire que les Martiniquais ne sont pas prêts à faire ça. Non, la plupart du temps, en fait, quand on fait une journée complète d'atelier où on parle climat et on parle autres enjeux, on parle aussi écologie décoloniale, là, à ce moment-là, mais les gens, ils sortent plein de choses. Tu vois? Alors d'ailleurs, j'ai oublié, effectivement, dans le stand biodiversité et limites planétaires, on a aussi un stand écologie décoloniale. Ça, c'est très important pour en revenir tout à l'heure. Et je finis sur les récits. Cette construction, et elle est très en lien, en fait, avec l'écologie décoloniale, cette volonté de construction de récits. Ça doit venir de nous. Et ça doit être affiché que, eh bien, on a vraiment envie de changer de quelque chose d'autre. Et on est prêt à certaines bascules, on est bien plus prêt que le disent certains politiques. Donc justement, je te posais la question, mais c'est vraiment le ressenti aussi que j'ai eu en y participant ou moi-même demandant aux personnes de donner leur récit, c'est que là, ça les implique. Là, ça les implique et là, ça les met en fait dans cette position-là où ils vont chercher des solutions, ils vont se projeter. Parce que sans ça, en fait, c'est très compliqué en fait de se projeter si on n'a pas un moment en fait où on va se poser pour pouvoir le faire. Là, ça nous permet de se projeter. Effectivement, c'est assez marrant, en tout cas au début, c'est surprenant. Et ensuite, on se rend compte que finalement, les politiques parlent à la place des Martiniquais. Parce que finalement, on se rend compte que oui, souvent, en fait, ils vont dire oui, je suis prêt à prendre le bateau en fait, pour partir de tel endroit et arriver à Port-de-France. Et à Port-de-France, prendre une navette qui va m'emmener à mon boulot. Simplement. Ouais. Actuellement, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je prends mon véhicule. Mais en fait, tout le monde se rend compte que c'est de plus en plus contraignant de prendre un véhicule, le prix de l'essence, toutes ces choses-là, en fait, qui vont là-dessus. Mais les solutions collectives ne sont pas niées par la population. Au contraire, ils ont assez envie, justement, qu'il y ait un système, en fait, de transport qui soit efficace au pays. S'ils avaient le choix, ils auraient fait autrement. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, qu'on leur propose pas le choix. Donc, finalement, on subit, en fait, ces choses-là, mais on se rend compte que, justement, en construisant le récit, que nous, en fait, on est prêts. Et de toute façon, on est un peuple qui a toujours été confronté à ce genre de choses et qui a toujours donné, en fait, à cette capacité de résilience. Donc, en fait, ça peut arriver, mais il faut pouvoir le construire et avoir des moments pour pouvoir le construire. On pourrait s'adapter, mais s'il y a des plans concrets, oui, s'il y a des choses concrètes, et même donc automatiquement, on pourrait s'adapter. Mais comme tu parlais tout à l'heure là, de vélo, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui auraient fait du vélo de commune en commune. Mais s'il n'y a pas de bordure de route adéquate à leur passage, ça devient problématique. Là, ça devient fait d'hiver avec un cycliste par terre. Donc là, voilà, il faut. C'est pourquoi la place des consommateurs est importante, mais également des politiques pour pouvoir mettre toutes ces infrastructures en place aussi. Alors, c'est vrai que déjà sur le vélo, il y a quand même des Martiniquais qui le font, qui malgré tout, malgré les conditions, en fait, roulent à vélo et en sont super contents. Okay. Plus sous le côté sportif aussi. Alors, non, je parle vraiment, il y en a qui le font que pour le côté sportif, mais il y en a qui ont déjà commencé, en fait, à changer et à aller au travail en vélo, ou il y a des personnes qui le font, même si ça reste une très petite minorité, mais il y en a. C'est toujours un début. Et c'est toujours un début, voilà. Maintenant, ce qu'on essaye de faire aussi avec ces récits, c'est de se dire, il n'y a pas à attendre quelqu'un. Parce qu'en fait, au final, une fois qu'il n'y a pas à attendre quelqu'un, entre parenthèses, entre guillemets, le politique. Pourquoi ? Parce que, en fait, une fois que les personnes ont fait ce récit, elles réalisent que finalement, ce qu'elles viennent de donner, elles peuvent déjà en mettre une bonne partie en place. En place dans leur vie, en place dans leur quotidien, peut-être avec leur quartier, parce qu'on ne peut pas être résilient seul, ça on leur explique bien ça, ça n'a pas de sens. Et tu serais, en cas de crise, tu serais très vite attaqué, malheureusement dans notre système actuel. Donc il faut entraîner des personnes, et des personnes proches de toi familialement, proches de toi géographiquement, de ton quartier, dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, puisque c'est quand même là qu'on passe le plus clair de notre temps. Donc en fait, il faut vraiment emmener les personnes à construire ensemble cette résilience. Et ce qu'elles voient, en fait, quand elles construisent ces récits,
c'est que finalement, elles ont tout pour le faire. Il n'y a pas d'innovation qui n'existe pas, il n'y a pas de choses à créer. Ce que le politique peut faire, c'est venir faciliter largement tout ça. Tu vois, en mettant effectivement ces politiques en place qui permettraient de faciliter l'émergence de ça, de faciliter le fait que tous les éléments dont tu as parlé, tous les éléments politiques sur l'alimentation, que ce soit la mobilité, que ce soit n'importe quelle autre chose. Et la deuxième chose qui est intéressante dans la manière dont on prend nos récits, c'est que je suis sûre qu'il y a certains téléspectateurs qui se disent « Non, mais de toute façon, nous, on est tout petits. Et de toute façon, ce qu'on va faire, c'est rien du tout par rapport à ceux aux Chinois, aux Indiens, aux États-Unis, aux Russes ou je ne sais quoi. » Tu vois? Donc souvent, en fait, les gens se disent « Ça sert à quoi finalement que je fasse ça parce que les autres, ils font pas derrière. » Donc du coup, on prend les choses par un autre bout. On leur demande pas ce qu'ils feraient pour atténuer, parce que c'est très complexe en fait d'atténuer. La machine climatique, quand tu atténues, il faut le faire, mais c'est très complexe à faire, et en plus c'est très complexe à se le représenter mentalement. Donc nous, on préfère que les gens se représentent mentalement de vivre en situation dégradée. Et c'est ça le récit en fait, c'est que tu construis quelque chose qui va se passer en situation dégradée. Et c'est là où en fait, les gens ils reviennent très vite à l'essentiel, mais tu n'as rien besoin de leur suggérer. Ils reviennent tout de suite à boire, manger, avoir une vie sociale. Voilà. Et comment faire pour arriver à conserver ça, tu vois. Et là, en fait, à vivre plus proche de chez soi, etc. Et ils prennent des choses logiques, garder une certaine solidarité, remettre des choses en pratique qu'on a perdues du fait de notre vie très individualiste. Et voilà, quoi. Donc, c'est ce qui est important aussi dans ces récits, c'est cette émergence, en fait, le côté en fait on peut pas réfléchir parce que on est trop petit pour faire ou ça sert à rien. Là ça sert pas à rien parce que c'est en train d'arriver et la preuve tu as ouvert Marseille Ulrich, on n'avait pas d'eau. Moi je suis restée 11 jours sans eau. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, tu vois? Donc tu crées des réflexes d'une certaine manière parce que en sensibilisant, donc on va changer les habitudes pour pouvoir faire autrement. Donc c'est déjà un très gros travail. On va continuer? Oui, du coup, est-ce que, parce que dedans, justement, on va en parler de l'ENJ, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est que l'ENJ? L'entité naturelle juridique, c'est donner des droits à la nature. Donc c'est un outil qui a commencé avec la Pachamama et où en fait la Pachamama, du coup alors c'est en Équateur, c'est bien ça, voilà, et où en fait c'est eux qui ont démarré avec ça. Il fallait dire que il fallait que la nature puisse se défendre elle-même, d'accord? Et donc le principe c'est de lui dire tu es comme une personne, ok? Et tu as le droit de te défendre si on t'attaque. C'est ça, en fait, l'entité naturelle juridique. Et de reconnaître un espace où, alors en Martinique, ça s'est fait, par exemple, avec Sauver la vie saline. Donc, c'est eux qui vont intervenir. Donc, c'est tout l'espace des salines est un peu plus élargi. De reconnaître cet espace-là comme vivant et comme intègre, comme ayant le droit de se dire « tu n'as pas le droit de m'attaquer, tu n'as pas le droit de m'empêcher de fonctionner. » Et si tu le fais, eh ben je t'attaque en justice. Et je t'attaque en justice via des représentants, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Alors après, ça dépend, soit il y a 1 ou 2 représentants qui sont habilités à attaquer en justice au nom de l'entité naturelle juridique, soit c'est toute la population, n'importe qui, ça dépend vraiment des endroits quand ça s'est fait. Et c'est aller beaucoup plus loin sur le droit de l'environnement parce que on estime que la nature a une voix. Et donc, on a beaucoup été aidé en Martinique par Victor David. Et c'est Garcin Malsa qui a porté avec une énergie incroyable, comme d'habitude, et qui a été suivi donc de plein d'associations, de l'ASOPAMAR, la PNE, etc., et d'autres associations et des personnes très engagées qui ont tout fait pour qu'il y ait une déclaration pour sauver la vie saline. Voilà. Donc, si vous cherchez sur Internet, sauver la vie saline, vous allez trouver cela. Donc, c'est difficile. Hein. Ça a été fait en Corse, par exemple, aussi, avant nous. Ce n'est pas reconnu par le droit français. D'accord ? Ce n'est pas dans la Constitution française pour l'instant. Mais de plus en plus, s'il y en a de plus en plus, on peut aussi forcer les choses et bousculer les choses pour donner ces droits à la nature et qu'on arrête de se dire on peut tout faire.
Il y a un travail qui s'effectue avec l'ONF. Ouais. Ça se passe très très bien, c'est assez difficile. Comment ça se passe? Avec l'ONF, en fait, si tu veux, notamment avec Sauver la vie saline, c'était avec toutes les personnes, c'est un grand site, donc c'est avec toutes les personnes qui s'occupent du grand site, en fait, toutes les entités qui doivent être sur la table. Et on voit bien qu'il y a différents intérêts, mais il y a aussi, c'est marrant parce que je te dirais que deux choses s'expriment. L'économie, mais en même temps, les personnes, on sent qu'elles veulent aussi, sont d'accord avec le fait de protéger la nature. Mais elles répondent aussi à un mandat. Et donc, des fois, on sent que la personne elle-même est engagée, qu'elle n'a pas tout pouvoir, mais que voilà. Donc, ça peut entraîner des difficultés, mais quand même, on voit que c'est une démarche qui touche quand même les personnes. Et ça permet aussi de mettre aussi toutes ces instances qui doivent protéger la nature devant leurs responsabilités quand elle ne l'est pas. Donc, c'est aussi ce gros travail de fond des associations pour arriver à démontrer les infractions, etc. Et ça paraît peut-être des petites gouttes d'eau, mais par exemple, empêcher le fonctionnement ou casser le fonctionnement de l'écosystème, c'est casser un cycle. Quand on casse un cycle, on le rend vulnérable. Quand on le rend vulnérable, il perd sa résilience. Et du coup, face au dérèglement climatique, il est encore plus fragile que ce qu'il ne l'est déjà. Donc ce travail-là est vraiment très très important sur les entités naturelles juridiques. Donner une voix à la nature. D'accord. Les anges, comme dit Victor David. Et d'ailleurs, si on veut aller plus loin et donner une voix aux peuples colonisés, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur l'écologie décoloniale? Donc l'écologie décoloniale, on la défend à travers notamment l'observatoire Terre-Monde, qui est porté par Malcolm Ferdinand et Rebecca Rogli. Donc Malcolm Ferdinand, je pense qu'il n'est plus à présenter. Peut-être que vous l'avez déjà reçu ici, mais non, vous devriez, à sa prochaine visite, il faut absolument c'est ce qu'on tente à chaque fois. C'est compliqué. Je comprends, il est très, très, très sollicité. Et donc il a déjà écrit 2 livres, l'écologie décoloniale et l'écologie politique l'écologie vue depuis les Outre-mer. Et vraiment, et ils ont écrit dernièrement une revue Plurivers qui a publié un premier tome sur Décolonisons le changement climatique. Donc vous voyez, ils expliquent à quel point en fait il faut absolument décoloniser à l'intérieur pour redonner sa place aux vivants. Humains et non-humains doivent être considérés à part égale, mais aussi tous les humains doivent être considérés à part égale. Et on sait bien que dans nos territoires, mais on ne fonctionne pas, notre économie fonctionne toujours avec des relents post-coloniaux. Et donc, toute la manière dont sont bâties les relations, d'ailleurs, je vais m'appuyer sur ça pour dire ça, sur un rapport. Le rapport Marzin, donc, qui a été écrit par le CIRAD et financé par l'AFD. Donc, ce ne sont pas des militants, on est d'accord. Okay. Ils décrivent bien, au tout début de leur rapport, j'ai même le numéro de la page, si vous allez chercher, c'est page 9. Okay. Ils décrivent bien que la Martinique vit toujours dans un système de plantation. C'est une économie de plantation. Et donc, ils décrivent tout le système et ils décrivent à quel point, en fait, tout ce qu'on dit que de toute façon la France envoie des subventions, etc. sur la Martinique, mais c'est juste pour contrebalancer un système que la France ne règle pas. Et ce contrebalancement, ils expliquent aussi comment il est dévoyé, enfin il est complètement pris, happé, pour à nouveau servir les mêmes. Donc c'est très intéressant comme rapport et je vous invite, ça s'appelle Freins et leviers à l'autosuffisance en Outre-mer. C'est vraiment très intéressant, je vous invite à le lire. Hein. J'ai été surprise au départ de ce côté très cash par rapport aux 2 instances. Donc, ça nous aide, nous, parce que ça nous permet d'en parler en sourçant des rapports scientifiques et nous, on aime bien ça, s'appuyer aussi sur le travail des scientifiques. Ulrich nous avait fait une lecture de CIRAD lors d'une émission avec Jonathan Leroux. Ah, génial, voilà. Super. Ouais, c'était très intéressant, effectivement. Quand tu nous as lu ça, on a pu constater que
les choses n'avancent pas vraiment, hein, Voilà, en ce termes sont, de conscience. Hein. ce sont des gens plus ou moins neutres, en tout cas plus neutres que des militants, qui disent ce que les militants disent. C'est pour bien crédibiliser en fait la parole de certains militants qui sont décrédibilisés parce qu'ils sont militants. Et là, justement, c'est de voir que des personnes en fait qui sont des chercheurs en fait l'ont démontré concrètement, et que maintenant c'est pas une fiction, c'est une réalité et qu'il faut la prendre en considération. Exactement. Et quand tu dis nous, justement, quel est le profil des bénévoles qui aident à l'événement? Alors, les bénévoles, c'est souvent des fresqueurs du climat. Donc, des personnes qui sont animateurs et animatrices de la fresque du climat et qui sont engagées sur ces questions-là. Mais c'est aussi d'autres personnes qui ne sont pas du tout engagées sur la fresque du climat, mais qui acceptent de nous aider parce qu'elles sont passionnées, enfin, elles ont vraiment envie que les choses bougent et elles aiment bien la manière dont justement on prend les choses. Et par cohérence avec notre manifestation, on a tu sais, il y a toujours un signe de reconnaissance sur les bénévoles. Généralement, c'est un t-shirt made in China, floqué du nom de la manifestation. T'es d'accord? Donc là, nous, on a décidé de ne pas prendre ça. Mais on a décidé de porter un chapeau bakois. Tous. Donc, on aura un petit tissu sur le chapeau bakois, donc, où il sera écrit, en fait, Déclic Matinique. Et cette écriture sera faite à la main, en fait, par les bénévoles, justement, et notamment par une Julie Vasse, qui est vraiment spécialiste en termes d'infographie et qui va bien nous accompagner sur ça. On a décidé aussi, donc, pas de floquer des t-shirts, mais de floquer des morceaux de tissu, en fait, qui pourront être mis sur les vêtements des personnes, ce qui fait que si une personne veut, comme moi, porter un vêtement qui, par exemple, est beaucoup plus adapté à la chaleur qu'un t-shirt, eh bien, on pourra le faire et avoir derrière notre signe de reconnaissance. Voilà. C'est un petit clin d'œil parce que souvent, tu sais, les grandes manifestations disent « Oh ben non, on peut pas faire appel aux artisans parce que ils tiennent pas les délais, ils font pas ci, ils font pas ça. » Quand on a vraiment envie, par contre, il faut les payer. Okay, nous, on leur a demandé le prix, on les paye, le prix qu'ils nous ont demandé. On n'a pas fait de discussion de prix. Parce que de l'artisanat, c'est du temps passé. La personne a été cueillir, elle a fait sécher, elle va travailler. En l'occurrence, c'est Makanja Création qui nous accompagne sur les bakois et sur les chapeaux bakois. Et donc, on fait appel vraiment, voilà, on trouve ça chouette. Et du coup, la manifestation prend une partie des coûts et les bénévoles aussi. Et aussi, du coup, ils ont quelque chose qu'ils pourront réutiliser. Peut-être qu'ils n'en avaient pas. Ce sera l'occasion pour eux de s'apercevoir que le bakois, c'est vachement chouette quand il fait chaud. Et du coup, exactement. Et du coup, tu vois, on essaye quand même d'aller le plus loin possible dans la logique, sans être, de faire des pas. À chaque fois, c'est des pas qu'on fait. Personne n'est parfait, entre guillemets, et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à avancer, mais en étant heureux, en étant bien, en étant aligné et à être complet, quoi. Et d'ailleurs, notre finale aussi est complètement alignée puisqu'on finit par un super concert de Bambouman. Vous connaissez Bambouman? Oui. Tu connais aussi? Ah bon. Et il a fait un concert qui s'appelle Nam Konoko, l'âme de la forêt, et où donc, il faut venir voir. Quand j'entends tout ça, par rapport aux artisans, je ressens le respect, la considération aussi, parce qu'il faut respecter par rapport à leur travail, comme tu disais. Oui. Et puis, ça passe par tout ça aussi, le respect de soi-même et le respect également de son entourage, du travail. C'est clair et net, et ça c'est vraiment important. Et c'est pour ça, tu sais, les co-lieux, ils ont l'habitude, par exemple, de faire dans leur manifestation un mini-marché et des exposants locaux, des exposants artisans locaux. Et ça, on garde ça. Parce qu'on se dit que c'est très cohérent, les gens y viennent, mais ils peuvent aussi acheter donc ce qui est fait à l'écolieu et profiter pour découvrir de l'artisanat local. Voilà, et ça sert à tout le monde. Pareil, les personnes qui nous accompagnent sur le tressage aussi, en fait, ce sont des artisans et on tient aussi à les rémunérer. Donc, on ne discute pas leur prix. Mais c'est vrai que d'eux-mêmes, ils vont nous proposer quelque chose qui soit aussi réalisable parce qu'ils savent aussi qu'on n'est pas gigantesque, quoi. Et il y a quelque chose que j'ai pas dit aussi, que pour une personne qui nous accompagne aussi depuis un moment, c'est Casalian qui s'occupe des enfants. Et donc, pendant toute la journée,
elles vont prendre en charge les enfants en leur proposant des activités. Alors, prendre en charge, c'est un grand mot, les parents bien sûr accompagnent, mais elles vont réaliser des activités avec les enfants et des activités ludo-éducatives, pardon. Et l'an dernier, elles avaient fait une œuvre participative où tous les enfants en fait avaient fait leur propre récit. En fait, de cette manifestation, c'était magnifique. C'était vraiment très, très touchant. Et voilà, quoi. Donc, on essaie, tu vois, de s'occuper de chacun, grand et petit, à la fois dans la sensibilisation, dans la connaissance, dans la possibilité aussi de poser des questions à des personnes plus expertes et de se sentir libre de poser des questions, mais aussi dans l'harmonie par rapport au lieu. On a beaucoup parlé de chaleur. C'est un lieu où il fait... Alors, en haut, il fait un peu plus chaud qu'en bas. Mais dès qu'on arrive sur les berges de rivière, on est super bien, quoi. C'est très arboré, on ne ressent pas du tout la chaleur. Les arbres savent faire le travail. C'est là qu'on s'aperçoit que les arbres savent faire le travail. Il faut juste renaturer, il faut juste en remettre, quoi. La transmission, on constate que ce soit les grands, petits, tout le monde aura l'information. Et c'est ça le plus important aussi, de retransmettre et de sensibiliser également. Exactement. Voilà, de toute façon, vous l'aurez constaté, l'événement est assez complet et il permet justement d'appliquer quelque chose que tu as dit, c'est le fait que tous les humains sont égaux, mais que les humains aussi sont égaux avec le vivant. Et que là, justement, c'est un événement où tous les éléments du vivant seront liés ensemble et justement où ça va faire naître une intelligence collective qui, selon moi, existe dans la Martinique. C'est pour ça que je dis qu'on est un peu résilient, parce qu'on a tous les éléments culturels pour être résilient. Maintenant, le tout, c'est d'aller les chercher pour les mettre en application. Tu as parlé par exemple du concert de Bambouman, c'est quelque chose que j'aimerais en fait qu'il naisse, c'est-à-dire que notre culture s'en imprègne en fait. Quel élément de notre culture parle du changement climatique? Alors que c'est quelque chose qui arrive en fait, qui vient, qui est là, etc. Dans nos traditions, dans nos danses traditionnelles par exemple, on parle beaucoup de la façon dont on vivait avant les années 60 finalement, quand on allait dans les champs, etc. Mais les temps ont changé. La tradition s'adapte normalement à comment on vit dans une société. Et là en fait la culture peut justement contribuer à faire passer des messages, parce que nous, on va faire notre travail de sensibilisation, on sera sur l'événement, etc. Mais si la culture s'en imprègne et parle justement de nos conditions de vie et de comment revenir sur le coup de main, revenir sur des éléments tout simples. On refait une toiture, en fait, tout le quartier vient, on refait la toiture, etc. On fait participer les artisans et pas on les minimise, mais on les fait participer à égale mesure que tous les autres. En fait, tous ces éléments-là sont chez nous. Mais en fait, ils sont disparates, ils sont utilisés à d'autres fins. Et là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir les reconcentrer vers un objectif de résilience par rapport au changement climatique, en tout cas. C'est réactualiser certaines idées, et certaines idées qui nous portaient. Qui nous portent toujours, il ne faut pas dire que... Voilà, comme je le disais, les réactualiser. Qui nous portent. Comme je dis souvent, quand on sort du secteur KSM, on s'en rend compte directement. C'est assez flagrant quand on passe du côté de Trinité jusqu'à Grand-Hiver, on le voit en fait. C'est totalement visible et c'est toujours là. Et c'est à nous justement d'aller puiser justement sans les couillonner, mais d'aller justement s'inspirer de ce qui se passe là-bas. Et c'est tellement important ce que tu viens de dire par rapport à la culture. C'est socle. Si la culture ne s'empare pas de ces sujets-là, on va perdre. C'est quand la culture va s'emparer pleinement de ces sujets-là que là, on réussira ensemble. Parce que la culture, c'est le moyen de toucher tout le monde facilement, en fait. Par le cœur, par ce qui fonctionne, tu vois. Par d'autres biais, par la vibration. C'est pour ça qu'on a tenu... J'ai dit tout à l'heure rapidement un moment danse, un moment ballet. En fait, c'est plus profond que ça. On a voulu qu'il y ait une explication par des gens qui pratiquent le ballet et la capoeira, qu'ils fassent un passage de pourquoi c'est important dans notre vie de passer ces moments-là, de revenir, d'aller vers les choses traditionnelles et à quel point ça nous rapproche de la terre, à quel point ça nous rapproche de vivant, à quel point ça nous rapproche de notre histoire, de nos ancêtres. Et voilà, et à quel point ça nous relie par rapport, comme tu viens de dire, aux problématiques actuelles. Ok, bon, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot, déjà, nous dire comment contacter justement la stratégie résilience, ou en tout cas tous ceux qui vont relayer l'information, et ensuite un mot en fait pour que les spectatrices et spectateurs puissent venir à l'événement? Alors, Déclic Matinique, donc D-E-K-L-I-K Matinique. On a une page Facebook et une communauté WhatsApp. Donc, vous pouvez nous contacter en tapant ces mots-là, Déclic, D-E-K-L-I-K, Matinique, M-A-T-I-N-I-K. Et on sera ravis que vous veniez à notre événement.
venir, il faut venir, il faut nous raconter vraiment ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez envie de voir apparaître chez nous. Et c'est pas souvent en fait qu'on a cette occasion-là. Et je vous promets qu'on fera tout derrière le travail pour mettre en lumière tout ce qui aura été dit et donné comme récit pendant cette journée-là. Il faut venir pour mieux se protéger, mieux protéger sa famille, mieux arriver à s'en sortir dans les différents enjeux et donner vraiment l'importance de sa voix. Et puis parce qu'on va passer de super bons moments et avec tout ce qu'on a concocté, je pense que on s'amusera vraiment bien tous ensemble. Ta motivation me fait plaisir. Merci. Non, ta motivation me fait plaisir et par rapport à tout ça, je rappelle, c'est le 22 juin. Oui. Donc j'invite tous les Martiniquais Oui. à s'y rendre, à l'Écolieu, à Tivoli, À Tivoli, Fort de France. Fort-de-France, pour non seulement apprendre, connaître, et puis également constater que l'état d'urgence, c'est maintenant. Hein. Ouais. Il faut s'y donner maintenant, c'est pas dans un an. Je me rappelle, lors d'une émission, je crois qu'en 2025, on devrait avoir pris, je crois, 1,5 degré. Exactement. Eh bien, vois-tu, tu te rappelles de ça, c'est rigolo. Effectivement, eh bien, je vais te dire. Je t'avais dit effectivement que l'organisme météo mondial disait qu'en 2023, écrivait que en 2025, la planète connaîtrait à certains moments de l'année 1,5 degré. En novembre 2023, la planète a connu 2 degrés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, en tout cas, comprenons bien, en tout cas, qu'il y a, on doit agir collectivement et qu'on ne doit pas se sentir comme justement un petit caillou à l'échelle mondiale. Non, des fois, en fait, les choses partent des petits cailloux et qu'on a déjà même montré en Martinique qu'on peut être à l'avant-garde de certains sujets. On est dedans, on est justement à l'avant-garde et faisons en sorte justement de chacun amener notre contribution et de venir justement pour y contribuer. Même si on est sceptique, de venir voir justement, de venir échanger avec les personnes qui ont une certaine expertise justement et qui se sont impliquées à faire cet événement-là parce que justement ça permet de construire des choses qui sont assez intéressantes pour notre futur. Commençons par nous. Voilà, par nous-mêmes pour nous-mêmes. Par nous-mêmes et pour nous-mêmes. En tout cas, je te remercie Merci. grandement, Martine, pour toutes ces explications. Dis avec passion, parce qu'effectivement, je te sens passionné à travers non seulement ce combat, ce côté militant, donc félicitations encore. Merci beaucoup. Merci. Louis. De rien. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission ce soir. Je rappelle, le 22, à partir de 8h, Jusqu'à 17h30, Écolieu de Tivoli, à Fort-de-France. Faut venir, l'entrée est gratuite. Venez. Vous avez entendu, c'est gratuit, donc vous n'êtes pas ni excuse. Donc voilà. Bon, Louis, vous déjà savez, téléspectateurs, téléspectatrices, à une prochaine, bonne soirée à vous. Bel bonsoir tout le monde. Tu peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour qu'on pèse tête? Pas sous.